lance mon timer, moi. Bonjour à tous. Moi, à la base, je voulais juste venir vous parler de Jay-Z. Et comme c'est un event un peu tech, j'ai rajouté un peu de signaux, un peu de maths. Et j'ai fini par connaître Shazam. Ceux qui connaissent pas Shazam, vous savez, c'est une appli sur tous les smartphones. Vous êtes posé sur votre canapé, vous regardez une série Netflix, il y a un son qui passe, il est plutôt bien, vous appuyez Shazam, et c'est super impressionnant. En une demi-seconde, une seconde, il vous dit c'est 50 Cent, c'est Eminem, c'est un tel. Et j'ai toujours été fasciné et super impressionné par la rapidité à laquelle ça marchait et, enfin, et comment ça marchait. Donc je me suis dit, bah ouais, je peux me renseigner sur comment fonctionne l'algo et comment ça marche. Et comme je suis dev, je me suis dit, bon bah ça va être super compliqué. On doit avoir une base de données quelque part, on doit prendre des sons, faire un petit peu de maths, faire quelques trucs et comparer, et voilà. Bon. Donc je regarde un petit peu sur internet et je tombe sur un article scientifique, un papier académique de quelqu'un qui s'appelle Avery Wang, qui est le cofondateur de Shazam, qui est un mathématicien, développeur, il fait un petit peu tout. Et je me dis, bah parfait en fait, tout ce que j'ai à faire c'est lire et recopier. Donc là je me mets lire le papier académique, et spoiler alerte, je ne sais pas lire d'articles scientifiques en fait. C'est plein de formalismes que j'ai pas, beaucoup de maths, beaucoup de notations où je comprends rien. Donc je me dis c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais il y a des graphes, il y a des images, et ça va, ça je comprends. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, on va me faire une démo tout à l'heure, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc comment est-ce que ça marche? De manière très 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 macro, on prend un son analogique, c'est les sons qu'on entend dans la vie de tous les jours, quand je vous parle, quand vous écoutez n'importe quoi. Dès que ça arrive aux oreilles, c'est analogique. Ou analogue, je sais plus ce qu'on dit. Une fois que ça arrive sur un disque dur, dans un fichier .mp3, on a fait du sampling, on a fait du recording. C'est littéralement des data points qu'on a pris à une certaine fréquence et qu'on enregistre sur un disque dur. Donc c'est un signal discret. Donc là, on est sur un disque dur .mp3. On va faire un truc qu'on appelle de l'extraction de fréquence. Donc bon, on se doute bien qu'ici, il y a pas mal de choses, on va en reparler. Et le but, c'est de créer une empreinte, donc faire du fingerprinting de nos sons. Donc typiquement, je vais prendre 1000 sons, 2000 sons, 3000 sons, la compile de Michael, enfin ce que vous voulez, quoi. Et on va faire tout un algorithme pour générer 1000 empreintes. Ce qu'on va faire avec ces 1000 empreintes, c'est juste on va les mettre en base de données et on va les laisser vivre leur vie. Et lorsque moi je vais arriver, je suis dans mon canapé sur Netflix et que j'enregistre 5 secondes, on va faire la même chose, on va créer une empreinte de ces 5 secondes-là, et on va faire un algo, enfin au lieu de mettre en base, on va juste essayer de comparer, et on va en parler aussi tout à l'heure. Mais avant, on va faire un tout petit peu de physique. Le son, qu'est-ce que c'est? C'est juste des molécules d'air qui bougent, et qui tapent leurs copains, et qui tapent leurs copains, et qui tapent leurs copains, et en fait ça fait des petites vagues. Et donc ce qu'on voit souvent au lycée, enfin ce qu'on se fait de l'idée d'un son, c'est les sinusoïdales qui sont ici, là. Et c'est comme ça qu'on représente un son, parce que c'est la longueur d'onde, lorsque les molécules tapent leurs copains, en fait on arrive à détecter une longueur d'onde. Ce qui m'intéresse moi dans ce signal, c'est deux choses. Il y a la fréquence, donc est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est grave, ça se mesure en hertz, et l'amplitude, donc le volume, est-ce que ça fait mal aux oreilles ou pas, en haut ou en bas. Voilà. Donc c'est les deux seules informations qui sont importantes sur le signal pour l'instant. Les humains, on est capable d'entendre plein de choses, donc du son très grave, donc 20 Hz, des sons très très aigus, 20 000 Hz. C'est ce qu'on est capable d'entendre, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. J'ai fait les tests. À partir de 2000 et quelques Hz, c'est déjà super strident pour les oreilles. J'ai fait les tests quand je connais le truc, je me suis fait très très mal. Donc voilà, c'est 2000 Hz, c'est déjà super strident. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fréquence, c'est juste une note musicale. C'est juste une note musicale. Les musiciens, quand ils s'accordent entre eux, souvent ils prennent le La3, si je ne me trompe pas, pour s'accorder entre eux. Donc le pianiste, si lui il est accordé, il joue son La3, le guitariste il l'entend et il essaie d'accorder ses cordes pour avoir la même note. Et en fait, le La3, donc le La d'octave 3, ça parle aux musiciens, en fait, c'est juste une fréquence, c'est juste une fréquence de 440 Hz. Et c'est toujours ça, enfin, à peu près. Et en fait, toutes les notes musicales, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, dans toutes les octaves, c'est une fréquence bien définie. Donc, enfin, il y a plus que 3 octaves, hein, il y en a une dizaine qu'on peut entendre quand on joue de la musique. Et toutes les notes dans chaque octave représentent une fréquence. Donc le La 440, il est connu parce que justement les musiciens l'utilisent très souvent, et pour les plus vieux, c'est aussi la tonalité du téléphone, pas smartphone du coup, quand on entend. Et il est utilisé un petit peu partout. Et voilà. Et ce qu'on remarque, c'est que le La d'octave 2, par exemple, c'est 220, le La d'octave 3, c'est 440, et le La d'octave 4, c'est 880. Il ne faut pas être un génie pour voir qu'il y a du x2, 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 x2. Ça va être important pour juste après. Deux signaux ici, donc tout simple. On a un signal en bleu qui est de fréquence 5
et on a un signal en rouge qui est de fréquence 2. Donc là, si vous retournez à vos cours de physique, c'est juste que on prend le pattern, il se répète un certain nombre de fois en une seconde, donc on fait 1 sur 0,2 secondes, ça fait 5 Hz. Pareil là-bas, 1 sur 0,5 secondes, ça fait 2 Hz. Donc là, il est un peu plus aigu que celui-là. Donc un signal bleu, un signal rouge, très bien. Donc là déjà on arrive à se dire, bon, si j'arrive à détecter des fréquences dans mon signal, peut-être que je peux commencer à faire des comparaisons, on voit quelque chose se dessiner. Sauf que problème, déjà dans la vraie vie, c'est pas juste un signal plus un autre signal, on a deux signaux et ils s'additionnent. C'est des milliers et des milliers de notes, des milliers et des milliers de signaux qui se stackent, qui s'additionnent, et ça donne un truc pas très joli. Donc là, ils sont magnifiques, mes signaux, mais dans la vraie vie, ils ne sont pas à ça. Deuxième problème, en plus du fait qu'on a plein de signaux qui se stackent, ils ne sont pas purs. Là, les sinusoïdales, elles sont parfaites, elles sont super jolies, elles sont super symétriques, tout va bien. Dans la vraie vie, c'est pas ça non plus. Donc deux problèmes. Comment est-ce que je fais pour séparer un petit peu mes notes, et comment est-ce que je fais pour avoir un truc un peu plus pur que ce qu'il est. Donc déjà, premier problème, les milliers de notes qui se stackent. Qu'est-ce qui se passe si j'additionne ce signal et ce signal-là? Là, j'arrive à voir que c'est un certain nombre de hertz. Si je prends un stylo, je calcule, c'est bon. Là aussi. Mais si j'additionne, en fait, ça donne ça. Ce qui est un peu moins lisible déjà. C'est juste l'addition des coordonnées. Hein, c'est super simple à additionner. Mais une fois qu'on a ce truc en orange, dire, bah là, le fait de dire, ah bah oui, moi je reconnais ici, c'est un signal qui est composé de deux sous-signaux, un de 5 Hz et un de 2 Hz, c'est impossible à faire. Enfin, il faudrait que je prenne un stylo et que je fasse une démonstration, machin. Ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, stacker les signaux, premier problème. Deuxième problème, c'est que les sons dans la vraie vie ne sont pas purs. Quand je vous parle, quand vous écoutez, c'est pas des signaux purs. Ce qui se passe si je prends un piano et que je joue le La 440, qui est la, j'oublie toujours, je ne sais plus laquelle sur la droite, ce qui va sortir, ce qu'on nous on va entendre, forcément, je tape le La3, je m'attends à avoir au moins le La3 qui sort. On va entendre ce qu'on appelle la fondamentale, donc le La3 qui est le 440 Hz, tout va bien. Sauf que comme on est dans la vraie vie et que c'est pas pur, à côté de ce La 440, ce qu'on va avoir, c'est les harmoniques à côté. Donc des harmoniques parasites, moi je les appelle parasites parce que ça m'intéresse pas trop, mais dans la vraie vie, les harmoniques c'est plutôt cool, c'est ce qui fait qu'un piano est un piano, qui fait qu'une guitare c'est une guitare, et qui fait l'identité d'un instrument. Moi ça m'intéresse pas parce que j'aimerais bien avoir un truc significatif de ma note. J'ai pas envie d'avoir tous ces trucs qui traînent à côté, qui sont très jolis à entendre, mais dans un algo ça m'intéresse pas trop. Et en fait les harmoniques à côté, 55 Hz, 110 Hz, 220 Hz, on reconnaît en fait c'est la même note dans les octaves au-dessus et en dessous. Donc là 440, on a en dessous 220, en dessous 110, en dessous de 55 et techniquement au-dessus aussi à 880. La fondamentale va ressortir avec une amplitude super élevée et les harmoniques avec une amplitude plus basse. Donc techniquement, voilà, je peux me dire, ok, moi ce qui m'intéresse c'est la fondamentale et pas les harmoniques. Parce que je veux avoir quelque chose de significatif dans mes empreintes. Ok. Donc, oui, pardon. Les harmoniques aussi, c'est ce qui rend n'importe quoi unique. C'est des caractéristiques physiques qui font que... parce que là, je vous dis 55, 110 et 220. Dans la vraie vie, c'est 50, 112, 224. Ce qui fait ça, c'est que la corde de la guitare, elle est faite d'une certaine manière. Le bois, il est taillé d'une manière aussi. Il fait froid dans la salle, il fait chaud dans la salle. Enfin, tout plein de choses physiques qui font que les harmoniques ressortent différemment et on entend quelque chose différemment. Donc, tous les instruments sont uniques parce que c'est pour ça. Et donc c'est le timbre de l'instrument, c'est comme ça qu'on l'explique. Et c'est exactement pareil pour les voix aussi. On a tous des voix différentes. Deux très bons chanteurs peuvent faire la même note, ça ne sera pas exactement la même chose. Forcément parce que caractéristiques physiques. Pardon. Typiquement, ce qui se rapproche le plus d'une note pure dans les instruments, c'est le diapason. Donc là, on fait une note en diapason, tout va bien. On fait la même note sur un saxophone. On se dit, oui, ça se répète, c'est pas mal, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Il y a plein de petits détails qui changent, même si on reconnaît un petit peu. Et pareil, à la clarinette, ouais, bon, je reconnais les patterns, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, ce côté timbre avec les harmoniques, c'est ce qui fait que c'est unique, mais bon, moi, j'aimerais bien me débarrasser de ces petits trucs-là. Ok, donc deux problèmes. Comment est-ce que je fais pour retrouver les différentes fréquences, les différents sous-signaux à l'intérieur de mon signal principal? Et comment est-ce que je fais pour récupérer que les fondamentales et pas le reste? Et là, il y a un beau gosse qui s'appelle Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est qui? C'est un mathématicien, physicien, archéologue. Il était préfet à 25 ans, je crois. Enfin, il a tout fait, quoi. Et c'est le papa de la théorie du signal. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui fait du traitement, compression de son ou d'image, parce que les images, techniquement aussi, c'est un signal numérique, mais ça, c'est pour un autre talk.
C'est grâce à Joseph. Plein de trucs dans la mécanique quantique, mais ça ne me posait pas de questions, j'ai juste vu sur Wikipédia. Et c'est super important, il a fait plein de travaux qui sont utilisés aujourd'hui dans les antennes relais 3G, 4G, 5G, parce qu'en fait ils font plein de traitements d'ondes, de fréquences, ils jouent, ils compressent des trucs, donc voilà, tout plein de choses grâce à Jojo. Et moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est un truc, c'est la transformée de Fourier, ou la transformation de Fourier, j'oublie toujours comment on dit. Transformation, merci. Donc la transformation de Fourier, donc c'est la baguette magique pour le traitement de signal en fait. Et je vous rassure, ça je sais pas lire. C'est intégral de moins l'infini à l'infini, exponentielle, moins, et après je sais pas. Mais il n'y a pas besoin de savoir, il faut l'utiliser. Ce que fait la transformation de Fourier, c'est de la décomposition de fréquences. C'est-à-dire que je vais lui donner un signal, il va me dire, ok, il y a ce signal à l'intérieur, ce signal à l'intérieur, ce signal à l'intérieur. Ça s'appelle de l'analyse de spectre, mais je vais vous montrer tout de suite. Si on prend ce signal-là, qui est un peu serré, il n'est pas super beau, et que je le fais, c'est un signal de fréquence 5 et d'amplitude 6. Si je le fais tourner dans cette moulinette magique qui est la transformation de Fourier, la transformation de Fourier, elle ne transforme pas mon signal, c'est pas elle n'édite pas le signal, c'est une façon différente de voir mon signal. Ce qu'elle va dire, en fait, la transformation de Fourier, c'est juste, ok, je lui donne ce charabia là, et elle dit juste, ok, dans ton signal, je vois pas de, attention, ici on est sur du temps, le 0, 2, 4, 6 c'est du temps, et là c'est les amplitudes de mon signal. Sur l'autre graphe, c'est les fréquences qui sont en bas, et l'amplitude au-dessus. Donc, on va juste dire, la transformation de Fourier va me dire, bah, dans ton truc, je vois pas de fréquence, de signal de fréquence 0. Je vois pas de signal de fréquence 1, je vois pas de signal de fréquence 2, 3, 4. Par contre, à l'intérieur de ça, il y a un signal de fréquence 5, amplitude 6. C'est tout ce que va me dire la transformation de Fourier. Plutôt magique. Si on fait la même chose avec un autre signal, c'est exactement pareil. Donc, fréquence 2, amplitude 4, je vais dire, bah, dans ton truc, il n'y a pas de signal de fréquence 0, il n'y a pas de signal de fréquence 1. Par contre, à l'intérieur, je vois un truc de fréquence 2, à hauteur de 4. C'est super pratique. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça. Techniquement, vu que là on est dans le monde magique des mathématiques, et que là on n'a pas encore commencé à parler de signaux discrets, techniquement ça va jusqu'à l'infini. Parce que les matheux, ils aiment bien tout ce qui est infini, c'est pas dans la vraie vie. Et ce qui est super cool, c'est que bah, ça marche avec la somme des signaux. Donc ce truc, qui est plutôt compliqué là, que moi j'arrive pas à lire, il va juste me dire, bah, il n'y a pas de fréquence 1. Par contre, à l'intérieur de ton charabia là, il y a un truc de fréquence 2 à hauteur 4. On continue, on continue. Ça, c'est la somme des deux signaux juste avant. 3, il n'y en a pas. 4, il n'y en a pas. Ah si, 5. Il y a un signal de fréquence 5 à hauteur de 6 là. Et donc là, on arrive à décomposer techniquement notre signal. Il me donne la décomposition de mes signaux. Pour la culture G, il y a un truc qui s'appelle la transformation inverse de Fourier aussi, qui permet d'aller de ça à ça. C'est plutôt cool. Et c'est utilisé dans pas mal de trucs de réduction de bruit, dans les casques, dans traitement de signaux pour couper des fréquences hautes, couper des fréquences basses, dans plein d'algorithmes, entre autres, il y a plein d'autres trucs, mais c'est plutôt pratique. Donc ouais, la transformation de Fourier, c'est une façon différente de voir mon signal. C'est pas de la transformation effective de je prends ton signal, je joue avec les fréquences, non. On prend un signal, on le décompose, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, et en fait notre graphe nous représente, on le voit d'un monde différent. On passe du domaine temps au domaine fréquence. Ok. Comment est-ce que la transformation de Fourier fait ça? Spoiler, je sais pas, c'est un peu magique. Je me suis basé, j'ai pris cette vidéo de True Blue One Brown, qui est un youtubeur vulgarisateur de maths et de physique, qui est super pour vulgariser ce genre de truc. Donc, je vais juste très rapidement vous montrer comment est-ce que la transformation de Fourier arrive à détecter ces signaux-là. Je vous promets, c'est la dernière slide où on parle de machin, après c'est un peu plus pratique. Donc, ici, on a un signal qui est composé de deux sous-signaux, un de 2 Hz et un de 3 Hz. Accrochez-vous, ce que va faire la transformation de Fourier, c'est prendre ce signal, le faire tourner autour d'un cercle trigonométrique à une certaine vitesse. Comment est-ce qu'on prend un signal pour le faire tourner autour d'un cercle trigonométrique à une certaine vitesse? Je ne sais pas. Vous allez voir, ça marche plutôt bien. Et on va s'intéresser à quelque chose. On va prendre le signal, on le fait tourner à une certaine vitesse. Donc là, on le fait tourner à 0,35 cycles par seconde, 0,52 cycles par seconde, et on le fait tourner. Et on s'intéresse à un truc, on s'intéresse au centre de gravité de toute la figure qu'on aura sur la gauche, et je vais juste mapper les coordonnées de ce centre de gravité. Je vais juste m'intéresser à ça. Donc là, bah forcément, je tourne à une certaine vitesse un peu arbitraire, 0,89 cycles par seconde mon signal. Bon, le centre de gravité, il varie un petit peu, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu le chaos. Bon,
rien d'intéressant. 1,51, toujours rien d'intéressant. Et un truc magique va se passer un petit peu lorsque hop, la vitesse à laquelle on fait tourner notre signal sur le cercle trigonométrique correspond à l'un des sous-signaux à l'intérieur, donc la 2 Hz. Le centre de gravité, en fait, il se décale fortement. Et du coup, on voit sur notre graphe qu'il y a un décalage qui est plutôt effectif. Si on continue et qu'on redescend sur les cycles, du chaos, 2,5, 2,6, 2,7, et hop, on arrive à 3. Ça correspond à l'un des sous-signaux. Notre centre de gravité, il se décale. Et en fait, là, on reconnaît presque, si vous regardez, on reconnaît presque notre graphe qu'on a vu juste avant, où en fait, on a, sur le graphe qui est ici, un shoot-up sur la fréquence 2 et un shoot-up sur la fréquence 3. Donc je peux dire, en fait, dans mon signal, il y a un truc de fréquence 2 et un truc de fréquence 3. Et c'est plutôt magique, en vrai, c'est plutôt cool. Et ça marche comme ça. Et visiblement, c'est comme ça qu'on fait tourner un signal sur un cercle trigonométrique. Premier, c'est fini. Hop là. Un tout petit peu de truc. La transformation de Fourier. Donc la transformation de Fourier, c'est ce qu'on vient de tous voir, ça marche sur les signaux continus. C'est ce que je vous disais, c'est des maths. C'est super cool, mais c'est le monde magique des maths. Moi, j'ai un fichier .mp3, j'ai des samples, j'ai des data points sur un fichier MP3, ça marche pas ça. Donc comment est-ce que je fais pour faire rentrer mon signal discret dans la transformation de Fourier? Moi je fais rien, il y a des mecs super intelligents qui ont fait la DFT, ça s'appelle la Discrete Fourier Transform. Spoiler, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la même chose sur un signal discret, donc sur un son numérique samplé. C'est plutôt cool. Petit problème, la Discrete Fourier Transform, quand on parle de la DFT comme ça reste un peu académique, ça reste juste en mode proof of concept, oui regardez ça marche avec des signaux numériques. C'est pas super efficace, c'est pas super rapide. Et le but de Shazam, c'est que c'est quand même plutôt cool si ça prenait pas 20 minutes pour me dire que c'était le son d'un tel. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, vous avez l'habitude. Moi, je fais rien du tout. Il y a un mec qui a fait la Fast Fourier Transform, qui est plutôt efficace. Donc, c'est une implémentation ultra rapide de la DFT. Et pour les connaisseurs, j'en suis pas un, j'ai utilisé l'algo de Cooley-Tukey, qui est le plus standard. On va en parler pendant la démo. On est obligé de faire des concessions pour passer de la Fourier Transform à la discrète et de la discrète à la fast. Mais on en reparle juste après. Ok, donc là, normalement, on a toute la théorie pour pouvoir se créer une empreinte d'un son qui fasse 5 secondes, 10 minutes ou n'importe quoi. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on veut faire, parce qu'on a besoin de passer tous nos sons de notre base de données et créer 1000 empreintes, si on a 1000 sons. Et en plus, on veut créer aussi l'empreinte du son de 5 secondes qu'on veut récupérer. Donc là, on a tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un signal numérique, donc, et au 21e siècle, normalement, tous les signaux numériques sont au moins samplés à 44,1 kHz. Donc là, je parle de la fréquence de sampling d'un son, pas la fréquence qui est à l'intérieur. Hein, parce que les hertz, c'est juste une manière de mesurer une fréquence à laquelle on fait quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un son qui fait 2 secondes, il y aura littéralement, dans mon fichier .mp3, 88 200 points, data points. Parce que les sons, généralement, sont samplés à 44,1 kHz. Il y a plein de raisons qui font ça. Un truc avec nos oreilles qui fait qu'à partir de 44,100 c'est bien, et des raisons aussi de standard. À l'époque c'était Sony qui décidait, ils ont pris ça et c'est resté comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ces sons de 2 secondes, et en fait, donc si ça fait 2 secondes, ça fait 88 200 data points, mais voilà. Je vais prendre mon signal, et en fait je vais le casser en morceaux de 4096. Je vais prendre 4096 dans le premier bloc, 4096 après, 4096 après. Et on va se créer plein de petits blocs comme ça, de tout mon signal. Pour l'instant, ça va. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit coup magique de Fast Fourier Transform sur chacun des morceaux de 4096. Donc en fait, on se retrouve à dire, pour 4096 data points, qui techniquement, si je ne me trompe pas, si le sampling ça fait 4400 kHz, un bout de 4096 ça doit faire 0,09 secondes. Donc pour chaque 0,09 secondes, je vais avoir les fréquences qui composent cette partie du signal-là et leurs amplitudes. C'est exactement ce qu'on veut. Et en fait, je vais l'avoir par bout de 4096. Et en fait, ce que je suis en train de décrire, c'est un nom, en fait, c'est un graphe. Donc voilà, pour chaque morceau, je vais avoir donc les fréquences et les amplitudes. Et ça s'appelle un spectrogramme. Ici, je vous montre le spectrogramme de lettre à Élise. Et il y a 3 infos importantes. Donc il y a le temps, il y a les fréquences, et il y a la couleur qui est l'amplitude à laquelle cette fréquence apparaît. Donc là, on voit qu'entre la 4,8 et 4,5, il y a de fortes fréquences entre 600 et 700, vers la plus 700 je dirais. Et ça varie un petit peu au cours du temps. Entre 800 et 1000 et quelques
pas grand-chose, c'est plutôt tout froid, en tout cas pour le début du son. Et on voit par contre, on voit presque des notes se dessiner en fait, on voit presque les notes ici s'enchaîner. Je ne veux pas vous faire l'affront d'essayer de chanter Let Ride Liz, mais voilà, vous voyez un petit peu le truc se dessiner. Et en fait, ici, ça ressemble presque à une empreinte. J'appelle ça pas encore une empreinte parce qu'il y a plein de données, il y a des trucs qui servent à rien, il y a des trucs qui sont pas forcément significatifs, donc c'est pas encore une empreinte. Mais voilà, on a tout plein de données sur quelle fréquence apparaît à quelle amplitude, dans quel moment du son. Ok, donc on s'approche de plus en plus. Mais comme je viens de dire, il y a un petit peu trop d'informations, donc on va peut-être sélectionner certains trucs pour faire une empreinte significative. Donc on va faire un truc, je vais juste créer des zones, ce que j'appelle des frequency bands, de manière un peu arbitraire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Moi je l'appelle very low, voilà, j'ai créé une zone un peu arbitraire, je fais ce que je veux, entre 0 et 113. Tout va bien. J'en crée une autre entre 113 et 220, encore une autre entre 220 et 436, et je leur donne des petits noms. Donc je me suis juste dit, bah là, les fréquences entre là et là, vous appelez comme ça, les fréquences entre là et là, vous appelez comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire pour chaque chunk, pour chaque petit bout, pour chaque frequency band, je vais choisir un point significatif. Je vais prendre le point de plus forte amplitude. Et je vais juste dire, à partir d'aujourd'hui, pour ce chunk-là, pour cette fréquence-là, pour ce band de fréquence-là, c'est toi qui vas représenter cette zone-là. Et tous les autres, je m'en fous totalement. Donc, techniquement, pour chaque chunk de 0,09 secondes, je vais me retrouver avec, normalement, 6 points. Parce que j'aurais élis les 6 points de plus forte amplitude dans chacune des zones. Et en fait, ça ressemble à ça. Entre 0 et 1, bon là les secondes ne matchent pas parce que normalement c'est 0,09, mais bon, si ça c'est notre premier chunk, le point de plus forte amplitude dans la première zone qui était 0,113 par exemple, c'est celui-là. Et donc je me dis, c'est toi le chef maintenant, et les autres, je m'en fous. Pareil, dans la zone de juste après c'est lui, dans la zone de juste après c'est celui-là, et en fait, pour chaque zone, j'aurai normalement un point. Normalement j'en aurai toujours 6, à moins qu'on s'amuse à faire du silence dans les sons ou machin, ça arrive, j'ai testé, ça marche pas bien. On se retrouve avec moins, mais voilà, 6, ça marche très très bien. Et ça, pour un dev, moi là en tant que dev, je me dis ça c'est parfait ça, parce que ça dans la base de données c'est manipulable, je peux stocker ça facilement, je peux comparer comme je veux, c'est pas lourd du tout, c'est des tableaux, ça marche super bien, c'est beaucoup mieux qu'un spectrogramme où je sais même pas par où commencer pour stocker ça et où commencer pour comparer. Donc ça, c'est notre empreinte de notre base de données, de nos 1000 sons, et aussi, ça te l'empreinte aussi du petit son de quelques secondes qu'on va prendre lorsqu'on est assis sur canapé en train de regarder Netflix. Et du coup, si on revient un petit peu au macro, c'est exactement ce que je viens de vous dire, on va prendre nos 1000 sons, faire de l'extraction qu'on vient de montrer, du fingerprinting, donc on va créer 1000 empreintes, et on va les stocker en base de données. Et donc moi j'arrive avec mon son de 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, je reviens, et au lieu de le stocker en base de données, on va parler d'algo de comparaison. Et c'est là où je ne fais pas pareil que Netflix. Que Shazam, pardon. Shazam, ils font un truc super compliqué, qui marche super bien, chez eux. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est un des seuls trucs où j'ai pas réussi à copier. Du coup j'ai fait le mien. Mais d'abord je vais vous parler d'abord de ce que Shazam fait en théorie. Ce qu'eux ils font, en fait, ça c'est tiré directement du papier académique. Ils ont la même chose, c'est une empreinte où ils ont éli certains points par zone de fréquence. Et eux, ce qu'ils font, c'est un truc un peu compliqué, c'est pour chaque point, ils vont créer des target zones de 5 à 8 points, je crois, ça varie. Et donc, ils ont un petit groupe de 8 fréquences. Et en plus, à partir de maintenant, ils s'en foutent un petit peu des bandes de fréquences. Ils prennent du recul sur l'empreinte et ils mélangent un petit peu tout. Ils prennent sur 3 secondes tout plein de points, un petit peu de manière arbitraire. Tous ces points vont former un groupe. Ce groupe vont ils vont prendre un point d'ancrage à l'extérieur du point. Et en fait, ce qu'ils vont stocker, c'est pas du tout l'empreinte. Ils vont stocker plusieurs infos. Ils vont stocker, pour chaque point, ils vont stocker le point lui-même, la fréquence du point d'ancrage auquel il est relié, et le delta temporel entre ces deux points-là. Ils font tout ça, en fait, surtout parce que eux, ils ont besoin d'être scalables, déjà, parce qu'ils ont des milliards de sons. Moi, j'en ai une trentaine. Et en fait, fonctionner comme ça, en fait, ça les aide beaucoup pour la recherche, parce que techniquement, ils ne vont pas rechercher est-ce que ces fréquences-là apparaissent à gauche et à droite. Ils vont chercher que deux mêmes points de fréquence apparaissent dans deux sons et sont séparés par le même delta temporel. Et en termes de recherche algorithmique, là où je ne suis pas super bon, apparemment, c'est beaucoup mieux. J'ai pas réussi à faire ça, du coup, j'ai fait plus simple.
J'étais pas sûr que ça allait marcher et ça a marché, j'étais content. Keep it simple stupide, bah, j'ai des fréquences à gauche, j'ai des fréquences à droite. Bah, en fait, je compare. Si ça match, bah, je rajoute +1 au score de la chanson que j'ai trouvée. Donc là, bah, dans ma base de données, sur le premier son par exemple, sur le premier chunk, j'ai ça. Moi, dans le début de mon petit bout de 5 secondes là, j'ai ça. Donc 95, 100, 250, 257. Je mets un peu de fuzzy hein, quand même. Donc je sais plus ce que j'ai mis, +10, -10, un truc du genre. Bah là, ça a l'air de correspondre. Je dis, bah allez, +1. A et B, ça match, le son, je mets +1. Et on continue comme ça pour chaque chunk de chaque chanson de ma base de données par rapport au truc de 5 secondes que j'ai. Et donc, ça, c'est déjà pas mal pour déjà filtrer et trouver tout plein de chansons dans ma base de données qui correspondent. Mais vous vous rappelez, j'ai parlé de delta temporel juste avant dans le truc de Shazam, parce qu'en fait, si je fais que ça, il y a une petite étape qui manque. C'est cette étape de cohérence de temps. C'est pas parce que je trouve des fréquences à gauche qui correspondent à droite que c'est le même son. Déjà, il y a plein de remixes qui existent. Deux, il se peut que sur la gauche, il y a un guitariste qui fait, je sais pas, qui fait un certain riff ou n'importe quoi, et c'est le même guitariste sur un autre son dans un autre groupe qui refait le même truc sur la droite. Donc ça a parfaitement matché, mais en fait c'est pas du tout le même son, parce qu'au début le mec il l'a fait dès le début du son, sur la droite il l'a fait en plein milieu ou à la fin, c'est pas parce que ça match que c'est le même son. Donc il me faut une étape de plus pour pouvoir dire, ah oui, même s'il y a les mêmes fréquences qui apparaissent à gauche et à droite, il faut qu'ils apparaissent dans un certain ordre. En fait c'est ce que je fais. Typiquement ici, j'enregistre ce son-là. Je prends 3 trucs un peu au hasard pour vous montrer. La bande de fréquence bleue, le groupe de fréquence bleue, pardon, le groupe de fréquence rouge et le groupe de fréquence verte. Et j'ai 2 sons. Techniquement, si je fais pas cette étape de cohérence dedans, là je dis ah bah ça match, je fais +1. Là ça match aussi, je fais +1. Alors que évidemment que mon recording il match plus avec celle-là parce que il y a le bleu qui est suivi de la rouge qui est suivi de la verte, c'est exactement comme dans mon son. Alors que sur la droite c'est juste qu'elles apparaissent, mais totalement désordonnées. Il y a la fréquence verte, enfin le groupe de fréquence verte, pardon, le groupe de fréquence bleue et le groupe de fréquence rouge. Sauf que là, ça se trouve, c'est juste une coïncidence. Voilà, les mêmes notes sont arrivées au même endroit parce qu'ils utilisaient du saxophone au même endroit. Voilà, c'est le même genre de musique, c'est le même style de musique, c'est peut-être même voilà, des groupes qui se connaissent. Ça se ressemble. Sauf que c'est clairement la chanson A. Donc ce que je fais, c'est qu'en plus de stocker les empreintes, je stocke aussi le delta temporel de la bande de fréquence que j'ai trouvée par rapport au début du son. Et en fait, je fais juste un dernier check qui dit si les fréquences apparaissent de la même manière dans une chanson, en fait, je mets une prépondérance sur la chanson et le score est augmenté en fait. Donc là, la chanson A va sortir beaucoup plus que la chanson B. On a fait beaucoup de théories, désolé. Je vais vous montrer un tout petit peu de code et après on va faire les démos. Je vais vous montrer ma base de données déjà. Donc, j'ai stocké les empreintes en JSON. Spoiler alert, c'est une mauvaise idée. J'ai fait ça marche bien. Et je suis jamais revenu. Mais le JSON, c'est pas une super bonne idée pour stocker ce genre de choses. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y en a un qui est formaté, ça dessus là. Ouais. Hop là, je zoome un tout petit peu. C'est pas ouf. Hop là. Donc là, c'est La vie en rose de Louis Armstrong. Et ce que je stocke, c'est ça en fait. Ça, c'est l'empreinte de toute la chanson. Et en fait, ce que je stocke, c'est vous reconnaissez les fréquences. Donc la fréquence 3, 118, 226, 441, 872, 1733. À quelle seconde en fait, c'est le tout premier bloc, donc c'est le tout premier chunk. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faisait 0,09 secondes. Forcément, le tout premier bloc, il est à 0,09 secondes. La résolution de fréquence, c'est le choix de mes fréquences. Donc je l'ai appelé 6 bands parce qu'il y en a 6. Et je vais vous montrer juste après pourquoi. Et la chanson en question, c'est Louis Armstrong, La vie en rose. Donc déjà, vous allez voir en tant que dev, déjà, il y a plein de trucs qui sont répétés, donc ça, c'est pas ouf. Mais ça marche bien. Le deuxième bloc, il est à 0,18. Logique, c'est le bloc de juste après. Et si je descends comme ça, techniquement, j'arrive jusqu'à la fin de la chanson, tout est mappé. Donc là, le dernier bloc, il fait 200, il a 205e seconde, donc c'est à la fin de la chanson. Et j'ai les fréquences qui sont là. 6 bands, c'est quoi? Du coup, je vais vous montrer. CRC. Ah oui, autre chose. Je l'ai fait en TypeScript. Vous commencez à avoir l'habitude. Spoiler, c'est une mauvaise idée. Je suis développeur full stack TypeScript, donc je me suis dit, je vais le faire d'abord en TypeScript et après je vais le refaire je l'ai jamais refait en autre chose. Il marche très bien comme ça et donc je suis jamais revenu. Mais le TypeScript, c'est pas une bonne idée pour ce genre de truc. Rien que déjà accéder au micro de mon Mac, déjà c'était une galère. Mais voilà, je clairement à refaire dans autre chose. Résolution de fréquence. Résolution de fréquence. Rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai choisi de manière un peu arbitraire 0, 113, 113, 220.
Quand je dis arbitraire, c'est parce que moi je l'ai rétro-ingénieré. Ça marche bien. Du coup, j'ai gardé ça. J'ai fait plein de tests sur plein de bases de données, sur plein de sons différents, et ça, c'est ce que j'avais des meilleurs résultats avec ça. Mais on peut tester n'importe quoi d'autre. Pourquoi 6 déjà? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 4? Et pourquoi de 0 à 113? Donc hop là, si je ferme celle-là, j'ai testé d'autres trucs. J'ai testé Earbands. Earbands, c'est au début, je suis parti sur ça justement parce que c'est les vrais termes académiques, scientifiques même, pardon, pour définir les zones de fréquence. De 20 à 60, c'est celle-là, ouais, de 20 à 60, on appelle ça la sub-basse. Donc vraiment quand les... C'est quoi les docteurs des oreilles? J'ai oublié. Bah, quand les docteurs des oreilles travaillent, ils fonctionnent avec ça généralement. La basse, low mid-range, upper mid-range, présence et brillance. Sauf que ça marche pas du tout. Pour moi, j'ai pas eu des résultats de ouf, donc j'ai pas testé ça. 5 band, c'est presque la même que la 6, avec des valeurs un peu différentes. Ça marche aussi, c'est juste que j'ai eu des meilleurs résultats avec la première, donc je suis parti avec la première. Mais on peut tester vraiment techniquement n'importe quoi. J'ai testé des trucs expérimentaux, mais bon, si j'en parle pas, c'est que ça n'a pas marché. L'index, le code, il est très basique en vrai, parce qu'en vrai la FFT fait beaucoup du travail. Tous les problèmes que j'ai eu, c'est moi qui me suis créé en faisant du TypeScript. Donc, bon, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas super compliqué. Ce qu'on fait déjà, c'est 6 détails importants. J'enregistre tout en 4400. Si les sons samplés de ma base de données sont en 4400 et que moi j'enregistre en autre chose, il n'y a plus aucune de la magie des maths qui fonctionne en fait. Tout est décalé, les maths ne fonctionnent plus parce que forcément je compare des pommes et des tomates en fait, ça ne marche pas. Donc je sample, j'enregistre, quand j'enregistre avec le Mac, j'enregistre à 4400 comme toute la base de données. J'enregistre 10 secondes, moi je prends 10 secondes de mon son, puis après je vais chercher dans la base de données, et de toute façon je vais vous montrer en démo, vous allez voir tout de suite après. Et du coup j'utilise toujours ma fréquence 6 bandes, c'est ce qui marche bien. Donc tout con, j'enregistre pendant 10 secondes. J'enregistre dans un truc qui s'appelle recording.mp3, il est littéralement stocké sur... Enfin, je l'enregistre, quoi. Je récupère ça... Non, pardon. Je fais le fingerprinting de ce son que je viens d'enregistrer, donc je crée l'empreinte. Je la stocke nulle part parce qu'elle, je n'ai pas besoin de la garder. Et après, je récupère juste signature JSON, c'est toutes mes... Non, pardon, c'est ici, pardon. Signature database. Je récupère pour le coup là toutes les empreintes où je viens de vous montrer... là. Signature time, c'est ça là, ouais. Toutes mes empreintes, je les récupère toutes. Et après, une fonction qui est super mal nommée, log matching data points, qui fait juste la comparaison et qui trouve la chanson en question. Mais ça va être beaucoup plus clair si je vous montre en démo. Et oui. Hop là. Et du coup, le but, c'est que je passe du son, j'enregistre 10 secondes et on va voir si ça tombe dans si ça retrouve dans la base de données. Donc, je suis venu équipé pour passer du son. Pas mal. Et pour être dans le thème, le premier son qu'on va chercher, c'est Jay-Z quand même. Le but, c'est de pas sortir du thème. Hop là. Je vais essayer de ne pas prendre le son dès le début, parce qu'en vrai, ça serait un peu simple, c'est de comparer juste le début du son et dire c'est le même et ça match. Le but, c'est de prendre un peu au milieu et voir s'il arrive à trouver ce bloc du milieu-là dans ma base de données. PNPM, go. I invented sweat, popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. J'ai enregistré 10 secondes, je fingerprint 10 secondes, on croise les doigts et yes, Otis, Jay-Z, Kanye West, Watch the Throne, super album, super son. Je suis vraiment content que ça marche, que j'ai un taux de réussite de 8-9 sur 10. Parfois ça se casse la gueule, là ça marche bien, c'est cool. Mais on va retester de toute façon. Je vais prendre Coolio, tiens, on va rester old school. Faut juste que je retrouve Coolio là-dedans. Si, j'ai pas Coolio, si, Coolio. J'avance un peu. On croise les doigts. Yes. Gangsta's Paradise, Coolio LV. Donc ça marche plutôt bien, je suis content. Mais on va faire une étape plus loin. Je vais vous montrer comment je fais pour prendre un son,
le faire rentrer dans toute cette moulinette et on va le tester directement. Donc généralement, je prends un truc du top Billboard. Hop là. C'est l'habitude de prendre ça. Récupérer le son, le fingerprinter, le retrouver sur Spotify et essayer de le retrouver. Donc là, le top 1 aujourd'hui, c'est Doja Cat. C'est le truc qui tourne sur TikTok, je crois. On va prendre ça. Hop là. Je crois que j'ai déjà entendu ça, ça devrait aller. Il n'y a pas trop d'insultes, j'espère, mais... Parce que j'ai déjà passé du hip-hop un peu plus vénère à certains confs et je me suis rendu compte que... Il y a beaucoup d'insultes quand même. Hop là, je récupère ça. Je récupère le son de manière totalement légale, effectivement, forcément. Hein. Get Audio, voilà, on coupera, ouais, donc là, j'ai juste un petit script PNPM Get Audio je lui dis, prends ça, télécharge-le à ce nom-là. C'était quoi? C'était Doja Cat, c'est ça? Hop là. Ça s'appelait comment? Paint the Town Red. Je vais mettre quand même un petit tiré silent, on va pas montrer comment on fait ça. Et voilà, donc là je me connecte à iTunes, je mets ma licence, je connecte à ma carte bancaire, j'achète le son officiellement. Et normalement, j'aurais récupéré ça tout de suite. Yes. Donc là, normalement, le son est dans ma base de données. Le son existe, le fichier .mp3. Il faut fingerprinter. Petit détail, on est au 21e siècle, les sons, quasiment tous les sons qu'on a sont en stéréo, parce qu'on a deux oreilles, gauche-droite. Et moi, mon algo, il marche qu'avec mono. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je change tout mon algo pour qu'il fonctionne avec moi, en stéréo, soit je convertis juste tous les sons que j'ai en mono, c'est beaucoup plus simple, c'est ce que je vais faire. PNPM, c'était convert mono. Donc là, je vais prendre tous les sons de ma base de données qui ne sont pas déjà en mono et le convertir. Donc là, normalement, il n'y en a qu'un seul, c'est celui que je viens de récupérer. Exactement, converti de Doja Cat, tout mono. Et donc là, je peux lancer le fingerprinting, vous allez voir, c'est super rapide. PNPM fingerprint. Donc je prends ce son et tout ce qu'on a décrit aujourd'hui, c'est-à-dire extraction de fréquences, création des empreintes et stocker les empreintes. Le seul son qui n'était pas déjà fingerprinté, c'est celui que je viens de récupérer. Et si je retourne dans ma base de données, normalement il y a un nouveau son qui vient de popper, je viens de le voir. Il est là, Doja Cat, Paint the Town Red. Donc là, normalement, en théorie, ça devrait marcher. Hop là. Il faut juste que je retrouve le son sur Spotify. Paint the Town Red. Parfait. Non, pas là. Pas là. Voilà. Ça marche. Don't call me no jealousy. On fingerprint, on croise les doigts. Et ça ne marche pas du tout. On va retester. T'avais dit que j'ai plus de chance à la deuxième. No second, I kiss. Je tente une dernière fois. Hop là. Prendre juste là. Peut-être prendre un autre endroit de la chanson. Like it, I'm a two-time bitch. You ain't new, I win. Throw a shot like you're trying to have a foot fight then. All my ops waiting for me. Bon, je pense que je vais retester pendant les questions parce que 3 fois d'affilée, j'ai pas de chat. Mais pardon? Ça se trouve c'est pas ça? Non, si quand même la Doja Cat, Paint the Town Red. 15 minutes, allez, je teste une dernière fois.
Allez, je le sens bien. Je le sens bien. 3 fois d'affilée, ça m'est jamais arrivé. En plus, c'est toujours Ed Sheeran qui sort. I exist with Ça marche pas, et j'enchaîne. Allez, c'est pas grave. Allez. J'aurais dû prendre un autre son, le top Billboard aussi. Quelle idée de prendre le top Billboard. D'habitude, ça marche mieux, mais déjà, ça marche 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Et donc, bon là, la conclusion du coup, elle marche moins quand il y a un truc qui rate, mais je suis en mode keep 'em test, ça marche. D'habitude, j'ai des meilleurs résultats, mais voilà, quand ça marche bien, quand je me rends compte que mon algo marche bien, parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, je l'ai fait un petit peu en mode ouais, je vois jusqu'à où ça va aller. Et en fait, une fois je teste, ça marche 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, sur 30 sons différents, et ça marche à chaque fois. Et en vrai, je suis vraiment au top, je dis, bah en fait, Shazam c'est qui en fait, qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? Et en fait, ils font plein de trucs de plus que moi. Déjà, le truc le plus évident, c'est qu'ils font du recording et du fingerprinting en même temps. Moi, j'enregistre 10 secondes, et après, je travaille sur ces 10 secondes. C'est quand même plus impressionnant quand, en plein milieu du recording, il vous dit, ouais, c'est Eminem et tel. Donc ça, c'est cool. Traitement et filtre sur les fréquences. Moi, j'enregistre et je travaille directement dessus. Shazam, ils font plein de taf dessus. Hein. Vous avez déjà dû tester, vous êtes dans un bar, il y a plein de bruit. Il y a un petit son au fond, il enregistre et il le trouve. Parce qu'ils font du travail pour se débarrasser du bruit, des fréquences pas intéressantes, tout plein de choses. C'est un algo entier où ils font ça, super impressionnant. Le choix des fréquences dans les bandes. Si je reviens derrière, là, ce que je vous ai montré. Moi, ici, ce que je prends, c'est que je prends le point de plus forte amplitude. Sauf que c'est pas forcément pertinent de prendre le point de plus forte amplitude. Pourquoi est-ce que ce serait ça le truc le plus significatif? On pourrait faire un truc beaucoup plus intelligent. Shazam, ils ont en fait plein de façons différentes de élire ces personnes dans les bandes de fréquences. Parfois, ils font des moyennes sur tout le son et ils prennent le premier quartile et ils prennent un truc, enfin des trucs super compliqués. Moi, c'est juste le truc, le son de plus forte amplitude. Ça marche, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Donc, il y a beaucoup de travail aussi à faire à ce niveau-là pour être plus efficace. Le tuning de l'algo, les chunk size. Vous vous rappelez, je vous ai dit, moi je prends 4096. Mais pourquoi 4096? Je vais vous montrer dans le code. Hop là. C'est où déjà? C'est ici? C'est ici, oui. Faites pas attention au code, il y a des console logs, il y a des variables 1, variable 2, voilà. Mais ça marche. Je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit, ouais, la FFT, elle va me dire la fréquence telle apparaît à amplitude de 12. En fait, quand on passe de les transformés de Fourier en DFT et en FFT, on est obligé de faire des concessions. Typiquement, et les concessions en soi, c'est quoi? C'est que la précision va être moins forte. Parce que techniquement, la FFT, elle travaille avec moins d'informations. Donc, elle ne va pas te donner tout plein de choses. Donc là, typiquement, avec 4096 samples, ma résolution de fréquence est 10,7. Ça veut dire qu'il ne va pas me dire que la fréquence 5 apparaît à hauteur machin, il va me dire les fréquences entre 10,7 et 21,4 apparaissent à amplitude telle. Et en fait, il va me donner ça par bloc de 10,7. Donc j'ai pas énormément de précision. Donc mathématiquement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 4096 samples, ça fait des blocs de 0,1 seconde. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus d'infos à la FFT pour qu'elle soit plus précise. Ça marche très bien aussi. Si je fais 16 000 samples, ma fréquence des résolutions, elle passe à 2,7, ce qui est beaucoup plus précis. Donc c'est super, super pratique. Par contre, mathématiquement, il y a plus de samples dans mon chunk, donc mon chunk il fait 0,37 secondes. Et en fait là, le problème, c'est que du coup, on est moins réactif au changement. C'est-à-dire que si sur 0,37 secondes, il se passe plein de trucs, bon, 0,37 peut-être pas, mais genre il y a un solo de guitare, quelque chose de super impressionnant, un beat drop et qui remonte, machin, je suis pas super réactif à ces changements-là. J'ai juste un seul bloc qui décrit ça. Ou pire, s'il apparaît entre deux blocs, l'info elle est un peu perdue sur le bloc 1 et le bloc 2. Donc en fait, c'est un choix qu'il faut faire. Je vais être réactif aux changements dans la musique, donc je prends des samples petits, je perds sur la résolution, mais au moins toutes les 0,1 secondes, j'ai une info. Ou bien, j'ai besoin de plus d'infos sur les fréquences, et mes chunks qui sont plus gros, et du coup, moins réactifs. Probablement que Shazam, ils font un mix des deux, ou bien même carrément en fonction de tout plein de choses, ils font un truc différent. Windowing des chunks, moi je prends 4096, 4096, 4096. Il y a des algos qui font en fait des fenêtres glissantes, qui aident aussi beaucoup. Par contre, ça change la façon de comparer dans l'algo, et forcément ça impacte tout plein d'autres impacts.
Et dernier truc, c'est l'argent d'Apple. Ils ont été rachetés il y a 10 ans par Apple. Ça, j'ai pas. Mais voilà. Un SO à tout ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est plus un travail de vulgarisation que de recherche. Le papier académique, l'article académique en question, d'Avery Wang. Desmos, c'était l'outil graphique que j'ai utilisé pour faire tous les signaux. Triblu One Brown, chaîne que je recommande énormément, qui est vulgarisation scientifique de tout plein d'infos. Roy Van Ryn et Coding Geek qui m'ont vraiment aidé. Roy Van Ryn, c'est quelqu'un qui a fait Shazam en Java. Il n'a pas fait les mêmes choix que moi, mais sur certaines parties, j'ai pu m'inspirer de ce qu'il a fait. Ça m'a pas mal aidé. Et Coding Geek, qui lui est vraiment un blog post qui résume de manière mathématique. Lui, pour le coup, il n'y a pas de vulgarisation. C'est là où j'ai le plus galéré, de comment Shazam fonctionnait, qui s'est aussi assis regarder le papier scientifique, quoi. Je m'appelle Mustapha Agak, je travaille à Zénith à Lyon, on est un petit peu trop bandé. Je suis développeur full stack, on fait plein de trucs cool. Zenica, il m'envoie faire des conférences sur des sujets inutiles comme cloner Shazam. Et si vous voulez me parler de Jay-Z ou n'importe quoi, de Fourier ou de mon son qui marche pas, je suis juste au stand là derrière. Faut pas me rater, je suis entre deux croupiers. Et c'était un plaisir d'être ici, merci de m'avoir écouté. Tout bon. Je prends pas les questions des mathématiciens et des musiciens, souvent ils sont chiants. Ouais, mais t'as pas dit ça. Oui, je fais pas mal d'amalgame, je sais. Ça a l'air tout d'être bon. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté.